La communauté internationale a célébré ce dimanche 26 juin la journée internationale de la lutte contre la drogue, sensibilisée aux méfaits de la consommation de toutes les formes de drogue et même les drogues dites licites. C'est le défi sur lequel cette journée attire l'attention. Vous suivrez quelques Béninois rencontrés dans la ville de Cotonou qui se sont prononcés sur le sujet. Outiller les parlementaires sur les enjeux relatifs à la mobilisation accrue de ressources nationales et internationales dans le cadre de la lutte contre le paludisme au Bénin. C'est l'objectif de la session d'orientation des députés de l'Assemblée nationale du Bénin sur le plaidoyer et le suivi budgétaire en faveur de l'élimination du paludisme qui s'est tenu à Cotonou la semaine dernière. Et puis en interactualité, Hamza Abdi Barre, 48 ans, est le nouveau Premier ministre de la Somalie. Il a été désigné à l'unanimité des 220 membres que compte le Parlement somalien. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal sur Speedline Télévision. Le dimanche 26 juin 2022, c'était la journée internationale contre l'abus et le trafic licite des drogues. Ces substances licites ou illicites ont un effet néfaste sur le physique et ou le psychique du consommateur. Cette année, la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue met en relief les conséquences des problèmes liés à la drogue sur les crises sanitaires humanitaires. Quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou exposent les conséquences de la consommation de la drogue. Ils sont au micro de Olive Biaou et Mathieu Sossou. La drogue, je sais que c'est une sorte de stupéfiant que bon nombre de jeunes utilisent aujourd'hui. Bon, on peut sniffer ça, on peut fumer ça. Bon, il y a différentes manières d'utiliser ça. La drogue, c'est une mauvaise chose, ça nuit gravement à la santé. La drogue, d'abord, c'est pas bon pour la santé. Quand tu es jeune et tu es souvent, tu t'abordes souvent à la drogue, tu vas vite vieillir. D'abord, ça ne te donne pas une bonne truc là. Ouais, un peu. Quand tu es jeune et tu prends souvent la drogue, tu vas te tuer jeune quoi. C'est pas bon quand même. Moi je ne souhaite pas ça à mes frères, à mes collègues, à mes amis. Je ne leur souhaite pas ça. Bon, la drogue c'est quelque chose, on prend parfois pour se sentir léger. Mais ça a des effets secondaires. Généralement c'est l'influence des amis ou l'envie de nouvelles expériences. Ils ont envie d'essayer parce qu'ils voient tout le monde faire. Et ça dépend comme ça. La drogue a plusieurs conséquences et très très néfastes. Il y a généralement le cancer, ça c'est inévitable. Et ensuite, ça crée des dégâts sur les poumons. Et plus tard peut-être, ça peut commencer à jouer sur votre respiration et tout. Vous allez manquer. Ça donne la nerveuse, ça rend nerveuse quoi. Ça donne les difficultés de respirer. Oui, j'ai des amis, parce que je suis dans le domaine d'Acadie quoi. Donc les gens qui prennent les sacs d'Acadie là, souvent quand ils veulent commencer le boulot, c'est ça ils prennent avant de commencer le travail. Et ça leur donne la force quoi. Vous voyez, la drogue ça leur donne la force. Ça leur donne la force pour travailler quoi. C'est trop d'amis qui en prennent. Généralement, il y en a plusieurs types. Il y en a de la poudre et de l'herbe. Celle de la poudre, on le prend, on l'aspire par le nez. Mais celle de l'herbe, on le plie dans un papier, puis celle en herbe on l'appelle la weed. Et celle en poudre, je ne connais pas trop le nom, mais ça a plusieurs noms. Il y a le cannabis, je pense. Mais ça a plusieurs noms quand même. Non, d'abord, moi, les conseils que j'ai su, les conseils des parents que j'ai su, ça ne me fait pas tout là à prendre la drogue. D'abord, c'est pas bon. Quand je vois les gens, les effets secondaires, je ne peux pas. Ça, j'ai mal. J'en prenais, mais plus maintenant. Parce qu'il n'y a rien dedans en fait. J'ai fini par comprendre que il y a pas, ça donne rien en fait.
La question de la drogue a été également abordée à l'Assemblée nationale du Bénin. La consommation de la chicha a fait l'objet de discussions à l'hémicycle ce 23 juin 2022. C'était donc à l'occasion d'une séance plénière consacrée au contrôle de l'action gouvernementale. À l'ordre du jour, des questions orales, notamment celles relatives à cette substance dont la consommation se répand un peu partout au Bénin. Des questions orales avec débat étaient au menu de la plénière ce jeudi à l'Assemblée nationale du Bénin, dont celle adressée au gouvernement par l'honorable Nazé Sado, relative à la consommation du chicha, un fléau qui tue en silence la jeunesse béninoise selon l'auteur de la question. C'est le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique qui répond au nom du gouvernement du Bénin. Depuis bientôt 3 ans, l'expansion de ce phénomène qui s'observe dans les bars et boîtes de nuit des grandes villes pose un réel problème de santé publique et de propension vers la délinquance. Pour lutter contre ce phénomène, la police républicaine mène souvent des opérations coup de poing dans les espaces festifs pour y extirper des individus peu recommandables. Au regard de la dangerosité de la chicha et de l'engouement manifesté par la jeunesse vis-à-vis de son usage, une répression conséquente pourrait être envisagée. Mais elle ne saurait être effective sans la prise d'une loi spécifique pour décourager le phénomène. Moi, j'estime que le gouvernement peut faire, par exemple, comme ce qui est fait au Sénégal. Le Sénégal a pris un arrêté. Et cet arrêté a été pris par le ministre de la Santé, avec son collègue, le ministre du Commerce, pour interdire l'importation, la distribution et la consommation de la chicha sur toute l'étendue du territoire sénégalais. Je crois qu'au Bénin, on peut faire de même pour éviter les procédures longues. Le sujet est familier aux élus. Il y en a même qui lui ont consacré des études et leurs conclusions sont inquiétantes. Nous avons demandé aux fumeurs de la chicha, on a collecté donc ce qu'ils fument. On est allé faire des études chromatographiques pour apprécier le contenu. Et le contenu montre que les enfants fument la drogue, la chicha, le hashish, le cannabis. Ils mettent ça à l'intérieur. Nous sommes en train de tuer nos enfants parce qu'on est en train de laisser un phénomène qui est en train d'évoluer. Ça arrange les Libanais qui vendent. Ça arrange ceux qui sont les bars. Mais nos propres enfants qui sont de fumer aujourd'hui. Vous savez, ces maladies qui arrivent, c'est des maladies chroniques dont l'incubation n'est pas immédiate. C'est au bout de 5 ans, 10 ans, 20 ans que les enfants vont commencer par présenter les pathologies dont nous sommes en train de dénoncer aujourd'hui. Des données alarmantes. Plusieurs députés demandent des mesures conséquentes de la part de l'exécutif. Session d'orientation des députés de l'Assemblée nationale du Bénin sur le plaidoyer et le suivi budgétaire en faveur de l'élimination du paludisme au Bénin. C'est ce vendredi 24 juin 2022 à Cotonou. Objectif de cet atelier est d'outiller les parlementaires sur les enjeux relatifs à la mobilisation accrue de ressources nationales et internationales dans le cadre de la lutte contre le paludisme au Bénin. Le reportage de la cérémonie d'ouverture est à suivre avec Romaric Dossa et Pierre Akako. Le paludisme, une maladie potentiellement mortelle causée par des parasites transmis aux personnes par des piqûres de moustiques femelles. Certains groupes, tels que les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, sont particulièrement vulnérables face à cette maladie, pourtant évitable et traitable. Éradiquer de manière définitive ce mal, c'est la vision de cette session d'information qui réunit plusieurs députés de la 8e législature du Bénin, une initiative du programme national de lutte contre le paludisme. Il est essentiel de continuer à investir, à innover et à agir, car aucune région n'est aujourd'hui épargnée des conséquences de la maladie du paludisme. Chers collègues, mesdames et messieurs, il n'est plus besoin de démontrer l'importance que revêt cette session pour la satisfaction des attentes. Toutefois, je voudrais préciser que bien qu'elle vise à l'arrivée une meilleure priorisation et une augmentation subséquente de la part du budget national alloué à la santé et plus particulièrement à la lutte contre le paludisme, elle est en outre l'occasion pour nous
d'inciter le gouvernement à se prononcer davantage sur des sujets urgents d'intérêt national comme la lutte contre le paludisme. J'espère donc pouvoir continuer à compter sur l'engagement des collègues et pourquoi pas sur chacun d'entre vous, ainsi que sur le personnel parlementaire dans cette lutte. À l'instar de l'Afrique, le paludisme constitue un véritable problème de santé publique au Bénin. Pour les autorités, il représente le premier motif d'hospitalisation enregistré dans les centres hospitaliers du pays et la première cause de décès chez les enfants de moins de 5 ans. Malgré les nombreux efforts et les avancées encourageantes, l'Afrique reste confrontée à des menaces majeures engendrées par le paludisme. Pour réussir à juguler ceci, nous devons agir à tous les niveaux, depuis les communautés locales jusqu'au niveau national. L'engagement des parlementaires est un pilier incontournable dans cette lutte. Et votre engagement, cher honorable, va favoriser l'accroissement des financements pour la lutte contre cette maladie et ainsi protéger les personnes à risque. Mieux, au-delà de la mobilisation des ressources, les parlementaires représentent un appui essentiel pour la mise en œuvre de toutes les stratégies nationales et constituent également un canal de communication et de plaidoyer à travers leur implication auprès des communautés à la base. Le principal résultat attendu de cette session est de fournir aux parlementaires des informations fiables, puis de les sensibiliser sur le défi du financement durable pour l'élimination du paludisme d'ici à l'an 2030. Les mouvements de protestation ont repris sur le campus d'Abomey-Calavi. Ils se justifient par la suspension de la session du mercredi 24 juin dernier à la faculté des sciences économiques et de gestion FASEG. Ces manifestations font suite à un malentendu entre les responsables universitaires et les étudiants. Suivons ici les motifs et l'évolution de la situation avec quelques responsables des organisations estudiantines à caractère syndical. Ils sont au micro de Romaric Dossa et Pierre Akako. Si les étudiants n'ont pas composé à la FASEG, c'est parce qu'il y a eu une exigence de reprogrammation d'une matière qui autrefois a été empêchée. Les étudiants sont mécontents par rapport à la gestion qui est en train d'être faite à la FASEG. Premier point, lors des dérogations, ils ont pris, au lieu de prendre 2 000 francs, la dérogation qui est à 2 000 francs, selon les tests, la faculté a pris 5 000 francs chez les camarades étudiants. C'est le premier point. Le second point, il y a certaines matières qui ont été empêchées, c'est-à-dire certaines matières qui ont été empêchées au cours du premier semestre. L'autorité n'a pas pu reprogrammer ces matières, alors que ce que nous revendiquons au premier semestre, l'autorité nous avait donné raison. Troisièmement, l'autorité prend une mesure que nous saluons. D'ailleurs, au cours de l'année, à 6 mois des cours, à 6 mois de l'année, prend une mesure pour pouvoir demander aux camarades, si vous ne validez pas toutes les UE, vous n'allez pas soutenir. Tel n'était pas le cas, parce que les étudiants soutenaient sans pouvoir valider toutes les matières. Nous, on a dit que c'est une décision salutaire, mais l'application, ça cause problème. On ne peut pas quand même prendre une décision au cours de l'année et l'appliquer même. Quand ça, à 6 mois de l'année. Nous, on a demandé que cette loi, en réalité, il faudrait que vous l'appliquiez à partir de l'année prochaine pour que l'étudiant qui est en 2e année aujourd'hui sache désormais qu'arrivé en 3e année, avant de soutenir, il faut finir toutes les matières. Nous sommes insurgés parce que nous estimons que les camarades étudiants dont les parents ont dépensé, ont payé des centaines de mille pour qu'ils puissent venir composer et avoir leur parchemin. Il faille quand même leur donner l'opportunité, la possibilité de venir composer et que les revendications qui ont été émises puissent passer par la voie de la négociation afin que tout le monde puisse s'en sortir satisfait. Il y avait déjà, on a envoyé des notes à l'autorité. On a fait des séances avec l'autorité pour pouvoir exprimer nos doléances. On a négocié. On a fait tout ce qui nous confère les textes de la République. C'est-à-dire, on a négocié, on a proposé même des choses pour pouvoir pallier à cette situation. Toujours est-il que l'autorité est campée sur sa position. Alors que les étudiants sont conscients du problème qui est là. C'est suite à ça, nous étions obligés de forcer les choses parce que bientôt l'année va finir. Et il faudra quand même
nous donner satisfaction, pour permettre aux étudiants de composer librement, de composer dans de très bonnes conditions. Nous confirmons que l'autorité est bien réceptive, l'autorité veut bien accorder satisfaction à ces revendications-là. Juste que la méthode dure, le bras de fer qui a été engagé pour je ne sais quoi, ne leur permet pas de satisfaire très rapidement à ces problèmes-là et met la grande majorité des étudiants en difficulté. L'autorité aussi a jugé la pertinence de ce qu'on est en train de revendiquer, parce que tout récemment, il y a une note qui est prise pour pouvoir quand même pallier au premier point, c'est-à-dire rétrocéder les sous qui ont été injustement pris chez les camarades. Je sais que l'autorité prendra certainement des dispositions pour que les prochaines compositions qui seront programmées ne soient pas perturbées. Savez-vous que certaines personnes éprouvent une certaine sensibilité face aux ondes électromagnétiques et aux champs électriques? Eh bien, c'est une pathologie qualifiée d'électrosensibilité. Elle se caractérise par des rougeurs, des picotements, des sensations de brûlure, voire des troubles digestifs. Et qu'est-ce qui peut être la cause de cette sensibilité? Réponse dans ce reportage. Les appareils aux ondes électromagnétiques font de plus en plus partie de nos quotidiens. L'utilisation de ces derniers provoque une pathologie appelée électrosensibilité ou hypersensibilité électromagnétique, souvent considérée comme maladie imaginaire. L'électrosensibilité se manifeste généralement par des douleurs abdominales, des troubles digestifs, des difficultés respiratoires, des palpitations, des rougeurs sur la peau. Cette maladie est liée à des facteurs prédisposants. Il n'y a pas vraiment de cause définie, je parlerai plutôt de facteurs prédisposants. Donc parmi ces facteurs-là, nous avons les facteurs génétiques, c'est-à-dire dans la famille, quand quelqu'un est électrosensible, il peut arriver que dans une génération, il ait ça par exemple. Ou bien les prédispositions psychologiques. Dans la prédisposition psychologique, il peut avoir les personnalités, les types de personnalités peuvent agir. Par exemple, la personnalité obsessionnelle compulsive qui est en premier plan dans les facteurs prédisposant à l'électro-hypersensibilité. Lorsqu'elle n'est pas vite diagnostiquée, plusieurs conséquences peuvent en découler. L'électrosensibilité peut avoir des conséquences. Mais ici, on va plutôt parler de conséquences psychologiques. D'accord? Vous convenez avec moi que quelqu'un qui est électrosensible au téléphone portable, les téléphones portables se trouvent partout. Donc, la personne aura tendance à s'isoler. Donc, cet isolement-là peut entraîner une dépression chez cette personne-là. Antenne relais, Wi-Fi, téléphone portable, ordinateur, four à micro-ondes et bien d'autres sont la plupart du temps les outils responsables de l'électrosensibilité. Comme toute autre maladie, l'électrosensibilité peut être traitée. Il y a aussi la psychothérapie qu'il peut faire. Donc ça, c'est soit avec le psychiatre ou le psychologue. Voilà. Donc ce sont des entretiens qui vont les aider à comprendre leur pathologie et à mieux la gérer. Les électrosensibles deviennent un véritable problème de société de nos jours. Selon les associations et organisations de la santé, elles représentent entre 2 et 3% de la population. Pour éviter cette maladie, il faut faire un bon usage des appareils électromagnétiques et se faire consulter par un spécialiste aux premières suspicions. La page internationale à présent, le procès d'un Égyptien accusé d'avoir tué une étudiante devant son université parce qu'elle refusait ses avances s'est ouvert dimanche 26 juin dans le nord de l'Égypte. L'affaire est particulièrement suivie en Égypte où une vidéo du meurtre de Neira Ashraf le 19 juin a été très partagée en ligne et au-delà. Reportage. Dimanche s'est ouvert en Égypte le procès d'une affaire qui a déclenché une colère généralisée dans le pays et au-delà, le meurtre d'une étudiante par un jeune homme dont elle rejetait les avances. Mohamed Abdel, poursuivi devant le tribunal de Mansoura, à 130 km du Caire, est accusé de meurtre avec préméditation. Selon ses déclarations aujourd'hui, même s'il a modifié certaines d'entre elles, elles indiquent l'existence d'une intention criminelle générale et spécifique de tuer.
Une intention générale de tuer puisqu'il a agressé la victime et l'intention spécifique, c'est lorsque le but de l'agression est de donner la mort. La prochaine audience est fixée à mardi. S'il est reconnu coupable, Mohamed Abdel risque la peine maximale, la mort, et en la matière, l'Égypte ne fait pas dans la dentelle. Le pays a procédé au 3e plus grand nombre d'exécutions au monde en 2021, selon Amnesty International. Près de 8 millions d'Égyptiennes ont été victimes de violences, selon un rapport publié par l'ONU en 2015. Je l'annonçais en titre, le Parlement somalien a approuvé samedi à l'unanimité de ses 220 membres la désignation de Hamza Abdi Barre au poste de Premier ministre de ce pays de la Corne de l'Afrique, en quête de stabilité politique depuis 30 ans. Hamza Abdi Barre, 48 ans, a pris aussitôt ses fonctions et a affirmé qu'il composerait un gouvernement de qualité qui se concentrerait sur la mise en place d'une stabilité politique inclusive en accord avec la volonté du président de voir émerger une Somalie réconciliée en paix avec le monde. Le tout nouveau Premier ministre somalien Hamza Abdi Barre a pris officiellement fonction samedi à la suite de sa prestation de serment devant le Parlement. Il s'est engagé à composer un gouvernement de qualité qui se concentrerait sur la mise en place d'une stabilité politique et inclusive. Il est officiellement le Premier ministre de la Somalie dès aujourd'hui. Je ressens le poids de la responsabilité sur mon dos en raison de votre confiance en moi. Je ressens la crainte, les attentes des députés, des personnes qu'ils représentent et les défis du pays qui nous attendent. Nous ferons tout pour qu'ils soient atteints. Député de l'État semi-autonome du Jubaland, Hamza Abdi Barre a été choisi par le président Hassan Sheikh Mahmoud, élu par le Parlement en mai dernier, au terme d'un long processus de vote. Sa désignation a été approuvée par les 220 membres du Parlement. L'armée malienne a annoncé vendredi 24 au soir dans un communiqué avoir neutralisé plus de 60 djihadistes dans une zone du centre du pays où récemment plus de 130 civils ont été tués. Les événements de Diala Sagou constituent l'un des picanages de civils au Mali ces dernières années et la dernière tuerie en date d'une série d'attaques à travers le Sahel. En représailles à la meurtrière attaque perpétrée par des terroristes dans la commune de Diala Sagou le 18 juin dernier, au Mali, l'armée a renforcé ses dispositifs dans le cadre du plan Maliko et l'opération Keletigui contre les groupes armés distillés dans le centre du pays. Vendredi, un communiqué des FAMA a annoncé la neutralisation de plus de 60 djihadistes et des frappes aériennes sur des plots logistiques et sanctuaires terroristes documentés de la Katiba du Massina d'Amadou Koufa dans les secteurs de Djéné, Ténenkou, Ségué et dans la forêt de Sama dans le cercle de Bankas. Bamako accuse cette organisation affiliée au groupe djihadiste Al-Qaïda d'avoir commis le massacre de Diala Sagou où 130 civils ont été tués. Ces événements constituent l'un des pires carnages de civils au Mali ces dernières années et la dernière tuerie en date d'une récente série d'attaques à travers le Sahel. En Ukraine, Moscou a continué ses attaques sur l'Ukraine ce week-end. La deuxième ville proche de la frontière avec la Russie constate les nouveaux dégâts causés par les bombardements. Elle résiste aux assauts depuis l'invasion du pays, mais les missiles s'abattent à nouveau sur le centre-ville. Kiev, la capitale, a été touchée ce dimanche pour la première fois en 3 semaines. Reportage. Kharkiv constate les nouveaux dégâts causés par les bombardements russes. Cette deuxième ville de l'Ukraine résiste depuis l'invasion du pays par la Russie, mais les missiles s'abattent à nouveau tous les jours sur le centre-ville. Kiev, la capitale, a été touchée ce dimanche pour la première fois en 3 semaines. Le bombardement a eu lieu le jour de l'ouverture du G7 en Allemagne.
Un missile a frappé un immeuble résidentiel, faisant, d'après le maire de la ville, un mort et plusieurs blessés, dont une fille de 7 ans. Moscou dément l'information et prétend avoir visé un site militaire. Le gouvernement ukrainien réclame à ses alliés plus de sanctions envers Moscou et plus d'armes lourdes, notamment des systèmes antimissiles. Le président Volodymyr Zelensky est l'invité du G7 lundi par visioconférence. Une partie des missiles a été abattue, mais une partie seulement. Nous avons besoin d'une défense aérienne puissante, moderne, totalement efficace, qui nous assure une protection complète contre ces missiles. Nous en parlons avec nos partenaires tous les jours. Samedi, les Russes ont obtenu d'importantes victoires militaires dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine. Ils se sont emparés totalement de Severodonetsk et ils sont entrés à Lysychansk, la ville voisine. Selon les séparatistes pro-russes, des combats de rue s'y déroulent. Des manifestations pour le climat en marge du sommet du G7, alors que la guerre en Ukraine occupe une grande partie des discussions des dirigeants des puissances mondiales. Un petit millier de défenseurs du climat ont protesté en marge du sommet du G7 en Allemagne. Les manifestants réclament aux puissances mondiales de combattre le réchauffement climatique, de respecter les engagements pris avec l'accord de Paris signé en 2015 lors de la COP 21. Un petit millier de défenseurs du climat ont protesté en marge du sommet du G7 en Allemagne, encadré par un grand dispositif policier. Alors que la guerre en Ukraine occupe une grande partie des discussions des dirigeants, les manifestants réclament aux puissances mondiales de combattre le réchauffement climatique, comme elles s'y sont engagées. Certains n'y croient plus beaucoup. Au pire, bien sûr, je m'attends à des décisions qui appauvrissent encore plus les pauvres du monde et favorisent encore plus la faim au nom des intérêts, de la croissance économique et ainsi de suite. Nous savons que la croissance économique est précisément contre les intérêts des pauvres et contre l'environnement. Les activistes de l'association Oxfam ont représenté les chefs d'État en tenue bavaroise traditionnelle, en train de faire rôtir la planète. L'ONG demande aux leaders de tenir les promesses prises avec l'accord de Paris signé en 2015. Il prévoit des efforts pour limiter la hausse des températures mondiales à 1,5 degré. Aucune sanction n'est prévue en cas de non-respect des engagements pris et les politiques publiques pour les atteindre sont largement insuffisantes. Et c'est tout pour ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de Speedline Télévision. Retrouvez-nous sur nos différentes plateformes, YouTube, Facebook également, sur le www.speedlinetvbenin.com. Portez-vous bien.